Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois d'octobre. Et qu'est-ce que j'ai lu au mois d'octobre? Eh bien, j'ai terminé ce que j'ai commencé au mois de septembre. Et bon, d'autres lectures forcément aussi. En tout premier lieu, j'ai acheté, comme tout récemment, Fermer les yeux ne suffit pas de Dany Hémon, qui est un livre, un roman québécois adulte qui a été publié en 2024. Puis, ben, ça parlait d'un huis clos. Et ça m'intéresse bien gros. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis dans les livres que je voulais lire, dans la liste des livres que je voulais lire. Et c'est pourquoi je l'ai acheté même. C'était comme dans le cadre du 12 août. J'avais un peu mes yeux sur celui-là, mais il n'était pas en librairie. C'est Hashtag. Puis, ben, c'est peut-être une maison d'édition un petit peu moins connue. Donc, il n'était pas là, mais je l'avais commandé parce que j'avais beaucoup d'intérêt pour ce titre-là. Donc, en fait, on va suivre un fils. Son père s'est suicidé, puis on va retourner avec lui dans la maison. Son but, son objectif, c'est de vider la maison, puis au travers du fait qu'il fait cela, il va avoir des souvenirs, puis on va retomber dans la nostalgie de sa relation avec son père, à quel point c'était pas si facile, puis aussi la manière que les autres voient son père, les éléments qui étaient compliqués entre eux, pourquoi il est parti. D'un autre côté aussi, leurs différences, mais à quel point son père lui a permis d'être différent de lui, puis qu'il voulait pas nécessairement qu'il refasse ses mêmes erreurs. Donc, comme toute cette relation complexe entre père et fils, d'un père qui allait pas super bien, qui était dans l'illégalité, qui a fait de la prison, il me semble bien. Donc, voilà. J'étais vraiment comme hype pour le huis clos, puis pour moi, c'était pas tout à fait ça. C'était pas vraiment ça, tu sais. J'ai vraiment ressenti que ce livre-là avait de grandes similarités avec Comme un long accident de char de Joël Martel. Je trouve qu'ils abordent des sujets similaires, la relation père-fils. C'est sûr que les pères sont pas tout à fait pareils, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans qui les reliait, deux ouvrages sur une thématique de mort, un qui est plus anecdotique avec plus de deuil et tout ça, lui qui est vraiment centré sur le père et sa vie et leur relation, mais il y avait comme vraiment, c'est ça, quelque chose là-dedans, des ressemblances, un air de famille entre ces deux ouvrages-là. Je trouve aussi que la charge émotionnelle des deux ouvrages est assez similaire, dans le sens que j'ai pas trouvé ça comme tant poignant ou tant lourd. J'ai trouvé que c'était assez léger, la manière que c'est abordé. J'ai pas ressenti énormément de choses. J'étais là, puis je suivais les anecdotes et je suivais l'histoire et tout, mais sans plus. Donc, ça a été comme une petite déception parce que j'avais des attentes qui n'ont pas été atteintes. Mademoiselle Samedi soir, Heather O'Neill en est l'autrice. Et vous savez que c'est même dédicacé, hein? Vous saviez? Non? Je pense que je l'ai acheté là, avant la pandémie. 2019, 2018, ça fait quand même quelques années. Là, je vous avais demandé, j'étais en genre de panne lecture, je vous avais demandé de choisir le livre de ma pile à lire que je devrais lire et c'est celui-là qui est ressorti avec une bonne majorité, donc c'est pourquoi je l'ai lu. Je l'ai lu en audio parce que j'avais la possibilité, puis que mes lectures allaient généralement mal en yeux, en visuel. Donc, j'y suis allée de cette manière-là et je crois que je ne l'aurais pas terminé si ça avait été autrement qu'en audio. En audio, c'était quand même un bon 11 heures que j'ai écouté à vitesse 1 parce que j'arrive difficilement à faire autrement. C'est comme si, c'est pas comme si, tu sais, le fait d'augmenter la vitesse de la personne qui parle, j'ai l'impression que j'écoute pas vraiment la bonne vitesse. Ça me dérange. Ça me dérange que tout soit si vite. Donc, Mademoiselle Samedi soir, on suit Nouchka et un petit peu son frère Nicolas. Ce sont des jumelles, qui ont vécu sous l'œil de la caméra. Leur père, Éric Étienne Tremblay, était un chansonnier très populaire. Donc, durant leur enfance, il a comme utilisé le fait qu'ils étaient tout petits et tout mignons pour mousser sa carrière et pour mettre l'attention sur lui, sur eux, mais sur lui aussi.
Et ils ont vécu sans leur mère qui les a abandonnés tout petits, lorsqu'ils étaient tout petits. À leur naissance, elle, qui était très jeune aussi, là, malgré tout, lorsqu'elle les a eus, genre 14-15 ans. Ce livre-là, on va suivre une partie de la vie de Nouchka avec toutes les problématiques causées par le début de sa vie, de son enfance, de son adolescence. Donc, elle est au début de la vingtaine lorsqu'on la rencontre. Elle va nous parler de sa relation avec son frère Nicolas, avec leur père Étienne et l'absence de relation avec leur mère et qu'est-ce que ça cause. Ils ont été élevés aussi par le grand-père paternel qui n'est plus un jeune monsieur. Et aujourd'hui, Nouchka est un peu dans un point mort de sa vie, en train d'essayer de reprendre sa vie en main, en train d'essayer de suivre son frère dans ses folies et de garder cette petite cellule familiale en sécurité, quoiqu'en même temps, elle a un désir de s'affranchir, d'être sa propre personne. Plein de sentiments confus et contradictoires à l'intérieur de ce livre-là. C'est un ouvrage qui n'a pas de début et de fin, dans le sens que ça commence à un endroit, puis ça termine à un endroit, mais il n'y a pas nécessairement comme une ligne directrice, il n'y a pas nécessairement un objectif clair. Ça commence là, puis ça finit là, t'sais. J'ai vraiment trouvé que c'était un ouvrage très, très lent. C'est pour ça que je suis contente de l'avoir écouté parce que j'aurais trouvé ça très difficile à le lire. Il se passe pas grand-chose. On est beaucoup dans l'introspection, dans le petit corps, dans la petite tête de Nouchka. Puis on a vraiment des descriptions de ce qui se passe, mais parfois ça peut être très long puis il se passe pas grand-chose. Mais parfois c'est quand même vraiment intéressant, même s'il se passe rien, mais c'est vraiment pas ma préférence, les ouvrages où on est beaucoup plus dans l'atmosphérique, où on est beaucoup plus... Ben, j'aime le psychologique, mais pas lorsque c'est long de même. Donc, tu sais, ça, c'était vraiment pas quelque chose qui peut me plaire et ça ne m'a pas plu de façon générale. J'ai trouvé quand même que c'était des personnages complexes, des personnages intéressants. Nouchka, Nicolas, Raphaël, mais parfois Raphaël, je trouve qu'il faisait un petit peu penser à Nicolas dans sa manière d'être. Bon, c'est deux personnages assez poqués puis assez excentriques et quels sont les mots originaux peut-être? C'est ça, tu sais, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de psychologique, plus j'y pense, plus je me dis que ça m'aurait peut-être aidé à comprendre Étienne. Je trouve qu'on a fait un petit peu ça avec la mère biologique. Il y a comme un moment où on découvre le quoi, comment, puis je trouve que ça expliquait bien des choses. La fin est satisfaisante par rapport à l'évolution psychologique de la mère ou comme notre compréhension de son cheminement, je dirais. Sinon, ben, on est vraiment dans la politique, on est dans les années au Québec du référendum, donc séparatiste versus, tu sais, comme Québec versus Canada, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la politique, dans un genre de préjugés des personnes qui veulent se séparer du Canada, les séparatistes. Tu sais, parfois, je me demande est-ce que c'était positif ou est-ce que c'était négatif. C'est pas facile à savoir tout le temps. Bon, désolée, les piles de ma caméra sont vraiment mauvaises. Je sais pas trop, là, ça se décharge en un rien de temps. Donc, c'est ça. Je disais que, overall, c'est pas un livre pour moi, c'est pas un livre que j'ai trouvé mémorable. Je pense que je vais me souvenir de la petite Nouchka, de certaines choses qui se sont passées, mais c'est aussi parce que je l'ai écouté pendant 11 heures. C'est peut-être pour ça que je vais me souvenir d'elle. C'est comme un énorme film. Les thématiques, les personnages... L'écriture, elle était belle, elle était jolie, elle était bien écrite. Un petit peu trop de descriptions pour moi. J'ai reçu en surprise le clivage récit autour du trouble de la personnalité limite sous la direction de Marie-Ève Desmarais, publié par Triptyque dans le groupe Nota Bene. J'aime vraiment beaucoup ces récits slash nouvelles slash non-fiction. J'aime vraiment tout ce que le groupe Nota Bene fait avec les divers sujets. Puis ici, ben, c'est quand même un sujet assez original dont on n'entend pas énormément parler. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Les premiers et les derniers textes sont ceux qui m'ont le plus plu parce qu'ils ont vraiment quelque chose de plus à raconter, plus conventionnel peut-être dans leur forme. Puis dans le milieu, il y a même des
je sais pas comment dire, j'allais dire des dessins, mais des collages, je sais pas, de l'art, je n'ai pas de mots. Il y a aussi plus comme des poèmes, ça me rejoint un petit peu moins. Mais dans les textes que j'ai aimés, l'introduction, toutes celles que je suis de Marie-Ève Desmarais, vraiment beaucoup aimé. Ça me donne envie de la relire, cette autrice-là, si elle a écrit autre chose. Le texte de Julien Guibellan, je l'ai vraiment beaucoup aimé avec comme titre Toxic, Baby Don't You Know That You're Toxic, référence de Britney Spears, on s'entend. Puis la fin, j'ai beaucoup aimé Mes crises de l'explosive, La limite de Patrice et 11 d'Alice Rivard que j'avais déjà lu avec son collectif Mortel. Donc, je l'ai lu d'un trait, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça pertinent, j'ai vraiment aimé et je recommande pour toutes ces raisons-là découvrir les différentes plumes. Ça m'a donné d'autres noms en tête que j'aimerais relire éventuellement, peut-être dans une forme de roman. Puis ça m'a donné aussi une perspective sur une réalité que je ne connais pas. Il y avait vraiment des liens très intéressants à faire entre les différents textes, des similitudes, des similarités dans la manière de vivre, dans la manière de ressentir et le jugement par rapport aux autres, le jugement par rapport à eux-mêmes, des symptômes de ce trouble et tout. Donc, vraiment une très bonne lecture. Ça m'a vraiment plu et je l'ai lu très rapidement dans une période où je lis très peu. Alors, merci beaucoup. J'ai finalement terminé Annabelle de Marie Laberge. J'ai pris une énorme pause d'1 mois pour le terminer. Donc, j'étais à peu près à la moitié, puis je l'ai pas lu pendant 1 mois, puis finalement, je l'ai terminé. Et bon, ça n'a pas vraiment changé grand-chose sur mon appréciation du roman, comme je vous disais, un petit peu au mois de septembre. Puis Sylvain Desmenti, en ce moment, il est en train de le lire et on va peut-être réussir à faire un live parce que je pense que lui aussi a de la difficulté à lire ce livre-là. On dirait que tout au long de ma lecture, j'essaie de comprendre qu'est-ce que les gens ont pu apprécier tant que ça dans ce livre-là. Et surtout la clientèle, parce que les gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu des coups de cœur par rapport à ce livre-là l'ont lu très jeune, puis j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des aspects qui étaient plus pour les adultes, parce qu'on est dans la tête d'Annabelle, qui a 13-14 ans, qui jouait du piano avant, puis là, qui a tout arrêté sur un coup de tête, puis on sait pas trop pourquoi. Puis ça prend beaucoup de place dans le roman. C'est très introspectif parce qu'on est à l'intérieur d'elle, mais aussi on subit les revers, puis les enjeux du divorce. Donc, son papa puis sa maman se sont divorcés presque au même moment qu'elle a arrêté le piano. C'est difficile, les relations entre les deux. Sa maman, elle est assez particulière, pas très saine, puis elle n'a pas vraiment d'aide non plus, puis ça déverse beaucoup sur Annabelle. Donc, elle est vraiment prise entre les deux. Puis son père, ben, il est vraiment dans un passage très libertin, très libre. Elle préfère ça, mais tu sais, elle veut pas aller chez son père parce que ça va faire de la peine à sa mère. Donc, elle est vraiment comme dans une étrange situation, dans une situation vraiment pas idéale où il n'y a aucun adolescent ou adolescente qui devrait être dans cette situation-là. Tu sais, les adultes devraient régler leurs choses entre eux et pas mettre au centre de leur conflit leur enfant. Donc, c'est vraiment ça, le roman. Il se passe pas grand-chose. Oui, elle va faire des rencontres, oui, elle va évoluer, mais on passe beaucoup de temps à traficoter autour de l'intrigue de pourquoi elle a arrêté de jouer du piano, alors que ça en devient comme une fausse intrigue, dans le sens que comme ça devient de moins en moins important, puis lorsqu'on le sait, c'est comme, ben, en fait, c'est comme une non-révélation. Il y a vraiment pas, il y a pas de raison, tu sais, c'était juste comme ça. Puis on dirait que ça a fait un gros building tout au long du roman, puis c'est juste comme, OK, j'ai lu tout ça, vous en avez parlé autant que ça pour finalement que ça soit si banal et comme inintéressant comme dénouement sur ce filon-là. J'ai été vraiment déçue de cet aspect particulier-là parce que l'accent était si fort, tu sais, c'était écrit au gros crayon, là, c'était gras.
puis finalement, c'est une non-intrigue. Tu sais, c'est vraiment désagréable. Je trouvais ça quand même intéressant, le traitement du divorce, le traitement de l'enfant pris entre les deux parents. C'est une réalité dont on a beaucoup parlé justement pour les enfants de mon époque et qui était très de mon époque, mais tu sais, c'est sûr encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on se disait, tu sais, comme les ravages que ça fait aux enfants. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de familles qui font attention, qui sont sensibles à ça et qui sont sensibles au fait de ne pas déverser sa colère sur l'enfant, sa colère à propos du conjoint. Mais tu sais, là, on est vraiment là-dedans. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, comment elle se sentait. On avait aussi accès aux pensées de la mère, aux pensées du père. Donc, il y avait différents points de vue. C'était intéressant pour cet aspect-là précisément. Mais sinon, tout ce qui était de la vie d'Annabelle, j'ai trouvé ça d'une platitude assez importante. J'ai trouvé que l'écriture, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me bloquait pas, dans le sens que, tu sais, je trouvais que c'était assez fluide malgré tout, puis que j'arrivais à terminer, c'était pas fleuri, c'était pas comme ultra descriptif, donc ça allait quand même assez directement aux événements, aux choses, à ce qui, tu sais, à ce qui allait se passer. On n'était pas dans la fioriture, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais tu sais, c'est ça. Ça sera définitivement pas une lecture marquante pour moi. Je l'ai peut-être lu trop tard, mais je trouve que c'est un ouvrage assez particulier. Donc, on va y aller comme ça pour Annabelle. Et c'est ça, j'étais dans une drôle de passe lecture, un petit peu prise dans des abandons, dans des trucs que j'ai pas le choix de lire pour des projets dans lesquels je me suis embarquée et tout. J'ai décidé d'y aller avec une comédie romantique, une romance. Mayday, il y a un séduisant pilote dans l'avion de Sylvie G. J'avais besoin de quelque chose de vraiment léger, que ça allait être vraiment facile à lire, puis que j'allais le lire rapidement. C'était vraiment ça mon objectif. J'avais besoin de légèreté lorsque je me suis embarquée dans ce livre-là. Sylvie G, je l'ai déjà lu en jeune adulte avec l'APA. Et j'avais bien aimé, je pense souvent à ce livre-là, à relire la suite. J'avais trouvé qu'il y avait une belle écriture, que c'était intelligent, qu'on allait plus loin que juste la surface, dans le psychologique et tout ça. Donc, il y avait ça qui me rassurait d'embarquer dans un livre aussi loin de ma zone de confort. Puis, ben forcément aussi, il a été publié cette année. Il y a juste des oui ou presque dans notre charte de romans. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce livre-là. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Jenna. Jenna, c'est une fille qui cumule les relations d'un soir. Elle aime être célibataire, elle aime profiter de la vie et profiter d'une soirée chaude, puis ben, elle passe à autre chose après. Elle ne ressent pas nécessairement le besoin de s'engager, puis c'est très bien comme ça. Si oui, ben, c'est ça qui va se passer, mais sinon, pour l'instant, c'est le mode de vie qu'elle a et qu'elle espère continuer à avoir. Elle a deux amies aussi qui sont toutes les deux en couple, puis il y en a une qui va se marier bientôt. C'est certain que, compte tenu que ces deux amies sont en couple, elles aimeraient bien que Jenna s'arrête sur un charmant homme, mais pour l'instant, ben, elle respecte ça quand même, puis c'est comme ça que Jenna vit sa vie. Elle travaille dans un cabinet d'avocats. Elle n'est pas avocate elle-même, mais elle travaille comme à la recherche d'informations pour les procès et tout ça. Donc, je pense que c'est assistante juridique le terme, si je me trompe pas. Puis, ben, elle va rencontrer dans une belle petite soirée, dans un bar, Nolan Bell, qui est, lui, pilote d'avion. Il a un petit peu une vision similaire parce que lui, sa passion, c'est le vol, c'est de voler. Donc, il sait que c'est quand même difficile. Il y a des collègues qui essayent de jumeler la vie familiale avec le travail, la vie professionnelle de pilote d'avion. Puis, c'est compliqué parce que ils sont souvent dans des continents différents, sont pas souvent à la maison. Donc, lui, un peu par le fait que sa passion, c'est le vol, il se dit, ben, tu sais, je vais enchaîner les histoires d'un soir, tu sais, je vais avoir des petites relations, mais sans engagement, parce que, ben, ma priorité, c'est de piloter, de voler. Donc, ça ne fonctionnerait pas avec quelqu'un qui m'attend à la maison. Donc, ils ont tous les deux cette vision-là. Puis, c'est ce qui fonctionne à leur premier regard. Donc, lorsqu'ils se rencontrent, bien, toutes les deux, c'est des personnes avec une bonne tête sur les épaules. Puis, ils se rendent compte que, bon, on va avoir du fun à soir. Toi, tu sais que tu veux pas d'engagement. Moi non plus, j'en veux pas. C'est très clair, c'est très mis de l'avant, c'est très ouvert.
Et ça a fait une petite connexion entre ces deux-là, justement parce qu'ils ont ça de similaire. Et au travers de tout ça, il va y avoir un drame une situation qui va faire la manchette. Nolan, dans un vol, va expulser un influenceur qui a des propos déplacés, qui dérange, qui est en état d'ébriété, qui essaie de toucher aux hôtesses de l'air. Donc, dans leur droit de pilote, ils ont le droit de retourner quelqu'un qui n'a pas des comportements appropriés puis qui n'est pas capable de respecter les règles et va le ramener à Montréal au lieu de l'amener en Espagne. Là, je pense que c'est le vol où est-ce qu'il s'en va. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait penser au scandale des influenceurs de Tulum. Donc, c'est là que je trouvais ça intéressant. J'étais comme, oui, il y a une romance, mais on a quand même des thèmes sous-jacents, puis une réflexion, puis tu sais, on a tout un contexte très intéressant. Et là où ça devient, où qu'on va mener l'enjeu de communication entre les deux, c'est que l'influenceur, il y a un papa très, très riche qui est aussi dans les affaires politiques et les affaires un petit peu louches. Donc, l'influenceur va vouloir poursuivre la compagnie, mais particulièrement le pilote d'avion qui l'a mis dehors, qui était Nolan Bell. Et la firme d'avocats va être demandée à soutenir, en fait, l'influenceur, à le représenter. Donc, Jenna va devoir trouver des informations contre ce Nolan Bell-là, qui n'est pas nécessairement problématique si on passe une soirée, mais là, il va revenir plusieurs fois à Montréal à cause de cette situation-là, puis elle va comme être toujours tentée de le revoir, mais là, il faudrait peut-être qu'elle lui parle parce que sa compagnie où elle travaille d'avocat vont peut-être devoir faire des recherches puis se présenter contre lui. Donc, vous voyez où est-ce que l'enjeu va arriver. J'ai trouvé tout ça vraiment très intéressant. J'aurais aimé que ça reste aussi riche dans tous ces sujets hors romance. Au début, je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais que c'était vraiment bien ficelé. Je comprenais pourquoi Jenna n'en a pas parlé au début à Nolan. Lorsque c'est un gars que tu vas voir une soirée, pourquoi tu lui parlerais de ça? Mais éventuellement, là, elle commence à s'attacher. Mais là, tu as l'enjeu de, comme j'aurais peut-être dû dire avant. Puis lorsqu'il va le savoir, il va se faire des scénarios, il va pas comprendre et tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait puis que je comprends pourquoi elle en a pas parlé au préalable. Donc, tout le problème de communication, je le trouvais réaliste. Puis, je trouvais qu'il était bien fait compte tenu des circonstances. Au début, il y avait des scènes de sexe à porte un petit peu plus fermée. Par la suite, il y en avait quand même plusieurs et ce l'était pas, mais c'était pas trop graphique et c'était pas trop long. Donc, j'ai apprécié, malgré que ce ne sont pas mes scènes préférées puis que j'aurais pris ça à porte fermée à toutes les fois. Là. Ça m'aurait pas dérangé. C'est ça. Je vous dirais que c'est quand même un bon livre de presque 400 pages. À la fin, j'ai trouvé que ça s'épuisait. J'ai trouvé qu'on était moins concis, moins efficace dans tout ce qui se passait. J'aurais pris une bonne centaine de pages de moins pour que ça soit beaucoup plus resserré dans tout ça. Parce qu'on sait où est-ce que ça s'en va, leur histoire, leur enjeu de communication, ça se passe, là, je vous dirais, un petit peu plus loin que la moitié, peut-être 60%, mais comme il y a quand même une bonne partie là, qu'il faut régler tout ça. Puis, je comprends pourquoi il y avait de la frustration, mais c'était vraiment comme très exagéré. Et je déteste lorsque les personnages ne se donnent pas la peine d'écouter l'autre, refusent minimalement l'explication. Donc, il y a eu vraiment un petit peu de ça. Là. On était rendu un petit peu là, de « je te déteste, mais je t'aime ». Fait que, il y avait des sentiments contradictoires de comme « hey, j'étais peut-être en train de tomber en amour avec cette personne-là, mais là, je la déteste ». Puis là, lorsqu'ils ont des situations ensemble, lorsqu'ils se rencontrent, ou c'est comme des confrontations, mais comme avec l'amour qui déborde, c'était weird, j'ai ça, les enemies to lovers, ça avait un petit peu l'air de ça rendu après la moitié. Donc, c'est ça qui s'est essoufflé un petit peu. S'il y avait eu plus du début tout au long, j'aurais trouvé ça encore meilleur. Mais pour l'objectif que je recherchais, qui était un pur divertissement, ça a fonctionné, je l'ai terminé, j'ai passé un bon temps. Est-ce que de là à me dire, est-ce que ça serait un finaliste pour le gala du roman québécois? Je ne pense pas. C'était divertissant, c'était bien, mais ça aurait pu révolutionner le genre
genre de comédie romantique slash romance, mais on y était pas tout à fait. Il y avait un bon départ, mais ça n'a pas suivi jusqu'à la fin et les longueurs, ça joue pour beaucoup aussi. Je trouve qu'il y avait des belles relations d'amitié, les trois filles, Jenna et ses deux amis, puis aussi Nolan avec ses amis, puis les amis aussi ont beaucoup aidé à ce que le problème de communication soit résolu. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis tu sais, il y avait des conversations d'adulte en adulte, de comme, tu sais, je pense que tu as cette réaction-là parce que, puis tout ça. Donc au niveau communication, j'ai trouvé ça bien. Les personnages, j'ai trouvé ça bien. Les deux histoires en parallèle, tu sais, la romance, mais tout le drame autour, puis les enjeux avec leur travail mutuel, super bien. Mais c'est ça, ça a assez essoufflé un petit peu pour moi à la fin. Mais quand même, pour la ride, une bonne ride. J'ai lu pour le club de Sylvain Desmentiers The Shining de Stephen King. Oui, je l'ai lu. En fait, je l'ai lu en audio. Je l'ai écouté pendant genre 15 heures à vitesse 1 parce que c'est comme ça que je peux écouter mes livres audio. 15 heures d'écouter The Shining en voiture. Alors, l'histoire de Shining, c'est Jack qui s'en va travailler pour tout l'hiver dans un hôtel reculé, là, très loin perdu, qui s'appelle l'Overlook. Puis cet endroit-là, en fait, c'est un hôtel qui fonctionne très bien durant l'année, mais l'hiver, ça devient impraticable avec les tempêtes de neige et tout ça. Donc, ils ont besoin d'un gardien qui s'assure que personne vient faire du grabuge ou détruire l'hôtel et tout ça. Et juste pour le maintien général, et aussi parce qu'ils ont une vieille fournaise qui doivent descendre la pression 2 fois par jour pour pas qu'elle explose. Et ça va être le travail à Jack. Jack, lui, c'était un professeur de littérature, probablement comme à l'université, l'équivalent d'université. Mais il y a eu des situations qui ont fait en sorte que pour l'instant, son travail il est comme mis à la porte. Il y aurait possibilité de revenir, mais il faut qu'il se fasse oublier un petit peu. Puis possiblement que ce qui l'aiderait, ça serait de terminer aussi le livre qu'il est en train d'écrire. Voilà un petit peu la prémisse. Jack, il y a une famille, donc sa femme Wendy, puis il y a son fils Danny. Donc les trois, la petite famille, vont aller à l'Overlook pour la période genre de septembre jusqu'à avril-mai. Donc un bon hiver, un vrai hiver québécois. Ce qui va se passer, c'est que l'Overlook, il y a des manifestations étranges. Danny semble avoir une grande réceptivité à tout ce qui est paranormal, tout ce qui est manifestation étrange, tout ce qui est fantôme et tout ça, là. Il y a ça, mais ça va affecter Danny, mais pas que lui. Ça va affecter aussi son père, Jack. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Hey, là, je fais ça juste avant le live. Le live, c'est demain. Puis j'ai vraiment de la misère à débroussailler mes pensées. En fait, je réfléchissais, je pense que pour moi, ça équivaudrait à un 3 étoiles sur 5. Principalement parce qu'il n'y avait pas de thématique qui me touche vraiment dans l'histoire de ce livre-là et c'est quelque chose qui est important. Un de mes critères quand même élevé, tu sais, des trucs qui m'intéressent. Parce que, l'horreur, c'est pas un de mes genres de prédilection. Puis deux, arriver dans un hôtel qui est tenté, puis essayer de, comme, d'en sortir ou comme subir l'hôtel, je sais pas, c'était pas quelque chose nécessairement qui m'intéressait particulièrement. Donc, l'histoire, pas vraiment pour moi. Le genre littéraire, on savait que déjà l'horreur, c'est pas pour moi non plus. Et les personnages, je trouve qu'il y avait des personnages intéressants. Mon personnage préféré, c'est définitivement Danny, la perspective d'un petit garçon de 5 ans qui voit des choses que personne ne voit, tous les enjeux aussi de est-ce que les gens me croient, puis toute cette belle naïveté sur certains sujets. C'était quoi, là, comme comment faire des bébés, puis là, il parle avec un autre adulte que ses parents, puis il est comme, je sais pas si toi, tu sais comme exactement comment les gens font ça. Puis c'est juste drôle, tu sais, c'est tellement naïf. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit personnage-là de Danny. Tous les enjeux, parce que là, lui,
il ressent énormément ce que ses parents ressentent. Il voit aussi un petit peu le futur ou qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment intéressant comment il gère ça, qu'est-ce qu'il voit, pourquoi il voit ça. C'est vraiment ce personnage-là, moi, que j'ai préféré et que j'aurais aimé suivre principalement. Il est là, il prend beaucoup de place, mais c'est pas nécessairement son histoire à lui. On suit plus Jack, puis lui, son histoire à lui m'intéressait vraiment moins, son genre de personnage. Aussi, on est comme dans une époque, peut-être, je sais pas trop, là, 70 ans plus tôt. Tu sais, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était les années 50. Là, je me souviens plus de la date. Ça a sûrement été dit, là. Mais tu sais, au niveau des technologies puis tout ça, on n'est pas dans le moderne et le contemporain. Donc, Jack, il me fait vraiment penser au type là, misogyne de l'époque. Un homme, ça doit être viril. Un homme, ça doit être faire ça. Un homme, ça doit donner la fessée à son enfant s'il fait telle chose. Ça doit donner des bonnes leçons. Tu sais, il y a comme un parcours psychologique, Jack, parce que c'est ça, les fantômes de l'Overlook vont être bien intéressés par cette âme fragile ou faible peut-être, mais je l'aimais pas particulièrement. Puis sa femme, Wendy, elle a vraiment un cliché de l'époque aussi, là, tu sais, la genre de femme soumise, qui subit, qui aimerait partir, mais qui a personne à l'extérieur, qui a pas de travail non plus, comme on n'a pas parlé de ça par rapport à elle. Là. Comme lui, il est là pour, c'est sa dernière chance d'avoir un travail, mais comme elle peut faire quoi dans la vie, genre, à rester mère à la maison, puis elle a pas de possibilité de faire d'autres choses, je sais pas. Fait que tu sais, eux, pas vraiment. Il y a Dick Hallorann, qui était un personnage que j'aimais vraiment beaucoup, avec sa complicité avec Danny, puis peut-être les éléments similaires qu'ils ont. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un grand potentiel pour ce personnage-là. Et il m'avait peut-être un peu vendu du rêve aussi parce qu'il avait comme dit à Danny, si t'as besoin d'aide, appelle-moi, puis tu sais, je vais venir. Fait que dans ma tête, j'étais comme, ah, tu sais, je sais pas, il est peut-être comme super puissant ou tu sais, il est capable. J'avais comme des idées de grandeur, là, un petit peu d'un monde fantasy, alors qu'on est vraiment dans le réel, outre le fait que comme Danny a des dons de perceptibilité plus grands. Fait que, il m'a comme un peu déçu. Là. Son histoire avait un énorme potentiel, mais c'était pas là où l'auteur voulait l'amener. Fait que, tu sais, c'est ça pour les personnages. Puis, des personnages qui sont vraiment bien construits, cet auteur-là en donne dans les détails à fond, OK? Il nous donne les pédigris de tous ces personnages, il nous donne les pédigris des personnages qui ont eu de l'importance dans la vie de ces personnages-là. Tu sais, Jack, comme son ami, je me souviens plus de leur nom, là, je les ai écoutés en audio, là, qui lui a trouvé cet emploi-là, puis on a le pédigris de ce personnage-là, puis on a le pédigris du personnage à qui Jack a donné une raclée, puis on a le pédigris de l'autre personne. Comme parfois, là, j'étais comme en train d'écouter ça, puis j'étais comme, OK, c'est beaucoup d'informations. C'est sûr que ça rend le monde réaliste, tangible, mais j'étais comme, me semble, j'aurais coupé un petit peu. Parfois, c'est pas si nécessaire que ça. Et je trouve que c'est sa force à cet auteur-là, mais aussi sa faiblesse. Il est vraiment bon à construire le monde, l'univers, ses personnages. Ça a l'air de vraies personnes, mais en même temps, parfois, c'est un petit peu too much. Tu sais, j'en aurais pris un petit peu moins, un iota moins, puis je pense que ça aurait été aussi efficace, peut-être même plus. Tu sais, on aurait pu couper un tout petit peu, pas trop, un tout petit peu, puis ça aurait été un petit peu mieux pour moi. Fait que ça, c'est juste pas une histoire qui me plaît. Là, c'est quand même le 4e ouvrage de cet auteur-là, de King, que je lis. Je pense que je le mettrais au-dessus de Cimetière. Je pense que Cimetière, c'est celui qui me plaisait le moins. J'avais comme besoin de réponses par rapport au cimetière et tout ça qui ne sont jamais arrivées. Il y a un petit peu de ça dans l'hôtel avec les fantômes, mais je trouve que ça s'explique un petit peu moins, puis je trouve que c'est un petit peu plus, pas normal, là, mais un petit peu plus courant comme situation. Tu sais, ça rentre dans notre imaginaire collectif de choses qui se peuvent à une certaine limite. Donc, j'ai trouvé ça plus plausible. Mon cerveau analytique, rationnel, peut-être qu'il croit plus en ces choses-là, je sais pas. Ça me semblait plus naturel, j'ai moins été rebutée, puis je me disais comme, mais pourquoi, comment ça se fait, tu sais, je veux des explications. J'ai moins eu ça avec The Shining, donc je le mettrais au-dessus. J'avais lu la nouvelle de la prison, là. Oh mon Dieu, son nom m'échappe. Je vous le mettrai ici. Celui-là, c'était comme une version courte ou c'était vraiment très court, fait que je sais pas trop comment la compter, mais définitivement, c'est encore La Ligne verte qui est mon préféré de King pour le moment. On verra si j'en lirai d'autres. Je suis supposée de lire les Tommyknockers. Regardez-moi ça, la brique.
au mois de novembre. Fait que c'est ça. Demain, on va discuter plus profondément avec des sujets que certaines autres personnes vont avoir apporté en divulgachant à plein poumon. Donc aujourd'hui, je voulais faire ça quand même bref, mais voilà ce que j'ai pensé de ma lecture. OK, on y va pour mes 2 dernières lectures. Donc, je les ai pas mal finies le 1er novembre, mais c'est ma chaîne, j'ai décidé que ça allait compter quand même, parce que, bon, j'en ai lu la majorité au mois d'octobre et c'est pourquoi il me restait juste quelques pages ou quelques minutes à écouter en audio pour le livre que j'ai écouté en audio. Donc, L'amour plein les yeux de Stéphanie Parent, le 2e roman de cette autrice-là, une autrice qui a fait beaucoup jaser avec son premier roman que je n'ai pas lu, Flora en éclats, si je me trompe pas, est le titre de son premier roman. Donc, celui-là, il a été publié en 2024, donc éligible pour le Gala du roman québécois. C'est pourquoi je l'ai lu et parce qu'il y avait vraiment de très bonnes critiques, donc je voulais voir de que c'est qui se passe dans ce livre-là. De quoi ça parle? En fait, on va suivre l'histoire d'Anne, qui est une artiste qui va... Aïe, aïe, c'est vraiment compliqué. Ben, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué d'un certain sens. Anne, c'est une artiste qui a vécu... qui a eu une drôle de relation avec sa mère, qui est partie de chez elle en se faisant traiter de diva. Ouais, c'est ça, ça a comme imprégné un petit peu en elle cette impression de sa mère envers elle. Elle a rencontré un homme qui s'appelle Robert. Elle semblait au départ croire que Robert était l'homme de sa vie, qu'il serait être là pour elle. Et ça a été ça pendant un bout, jusqu'à temps que Robert lui dise qu'il veut des enfants. Et ça va être drôlement fait, cette manière de dire ça. C'est une conversation assez importante dans la vie d'un couple, de regarder ensemble qu'est-ce que les 2 partenaires veulent. Et donc, ça n'avait pas été fait avant. Et Robert avait des attentes en lien avec ceci. Donc, on va suivre la vie d'Anne sur une bonne période de temps, rapidement dans son adolescence, au début de son âge de jeune adulte, sa rencontre avec Robert et cette histoire-là de vouloir d'enfant, qu'est-ce qui va en résulter, qu'est-ce qui va se passer par la suite et ce sentiment d'Anne de ne pas vouloir être mère et si elle va être mère, de ne pas être une bonne mère. Puis il va y avoir plein d'autres choses qui vont se passer au travers de ça. Je pense pas vraiment que je peux divulgacher. C'est un roman qui va vite. C'est un roman qui mise particulièrement sur l'action. C'est un roman pour lequel je suis, ma foi, tellement confuse. J'ai pas eu de mal à le lire, malgré que c'est comme un bon 450 pages. Je tournais les pages, puis j'avais beaucoup d'intérêt quand même. Au début, j'étais comme, OK, l'histoire d'Anne, puis tout ça. Puis là, je me rendais compte que ça allait vraiment, vraiment vite. Donc, je me demandais, OK, ça s'en va où à cette vitesse-là? Puis, il n'y avait pas nécessairement, je trouve, de volet psychologique très important, sauf qu'on comprend quand même, le portrait des personnages est bien fait, donc on comprend les motivations de chaque personne. Donc ça m'allait. Quoique je me sentais pas nécessairement attachée à Anne, ni à Robert, ni à leur situation. Donc, tu sais, j'ai comme des sentiments bizarres par rapport à ce livre-là. À peu près au milieu, dépassé un petit peu la moitié du livre, j'ai senti comme un vide de ça s'en va où? Puis j'étais comme... Je tourne les pages, puis je m'ennuie un petit peu. J'ai l'impression que ça roule dans le beurre, que je comprends pas c'est quoi la ligne directrice, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce livre-là. Mais d'un autre côté, il y a vraiment des aspects originaux, tout ce qui est à propos de l'art, tout ce qui est à propos de la réflexion de la femme, du couple, de la maternité, du désir d'être parent, de la communication entre 2 partenaires, de ses propres blessures. Donc, tu sais, il y avait quand même des choses intéressantes, une dynamique intéressante entre les divers personnages, puis il y a quand même des montagnes russes d'action. Donc, je sais pas où me placer. Il y a une révélation, je dirais, à la fin. Il y a des petites choses qui se passent. Je l'avais pas vu venir, mais on dirait que juste avant que je le lise, j'ai eu comme un petit flash de « Ah! » Puis tu sais, on dirait que ça a comme un petit peu gâché le dévoilement du punch. Puis, je sais pas comment je me sens par rapport à ce livre-là. C'est définitivement pas une lecture marquante, c'est définitivement pas un gros wow. Je ne sais pas ce qui fait en sorte que je ne suis pas
le public cible ou pourquoi j'ai pas été tant gagnée que ça par ce livre-là. Je sais pas, il y avait une certaine froideur, un certain espacement entre nous et les personnages. Je pense que j'aurais gagné à être plus impliquée, puis je sais pas exactement ce qui a fait en sorte que je ne l'ai pas été. Mais c'est ça, la distance qui a joué sur mon appréciation du livre, parce que ça se lisait bien. J'ai tourné les pages, puis il y avait des trucs intéressants malgré tout. Il y avait des volets qui sont vraiment originaux, mais ça n'a pas agrippé comme je voulais. Donc, c'est ça. Je reste un petit peu de marbre, un petit peu sceptique en voyant un certain potentiel du livre qui ne m'a pas été exploité ou qui n'a pas réussi à me toucher. Ma dernière lecture, c'est un livre audio. C'est un tout petit livre audio, ça doit être un tout petit livre dans la vraie vie. C'est Terrasse ou Notre long baiser si longtemps retardé de Laurent Godet. Pourquoi j'ai lu ce livre-là? Purement un hasard, ok? Je me cherchais un petit peu un livre audio. J'ai lu The Shining presque tout le mois d'octobre. Puis là, j'étais comme... Tu sais, j'ai écouté une couple de journées de la musique, puis la radio, puis j'avais envie d'écouter un livre audio. Je l'avais vu passer, puis je trouvais que la couverture était jolie. J'ai cliqué dessus et j'ai commencé à l'écouter. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre. C'est un livre qui parle d'un sujet, ma foi, assez difficile. Une tuerie, tout simplement. Un groupe d'hommes qui arrivent devant des lieux. Au départ, c'est devant une terrasse, sur une terrasse, et ils se mettent à tirer. Puis il y a 3 endroits comme ça où ils vont faire une quantité faramineuse de victimes. On s'entend? Je veux juste le dire, là, je suis sous le choc. Donc, ça commence comme ça. On n'a jamais la perspective des tueurs, on a la perspective de toutes les autres personnes autour. Et lorsque je veux dire toutes les autres personnes autour, je veux dire de toutes. Toutes. Donc, des personnes qui vont être les victimes, des personnes qui vont voir, qui vont vivre la scène, mais seulement avec leurs yeux. Donc, ne pas être une victime, mais être quelqu'un qui voit, un témoin. Les personnes qui vont être appelées comme service d'urgence, les ambulanciers, les policiers, les pompiers, les infirmières, les médecins, les personnes qui vont les accueillir, les victimes ou les corps à l'hôpital, les personnes qui vont recevoir les appels des gens en panique, les familles qui vont se demander « Elle est où? Ma fille? Il est où mon garçon? » essayant d'appeler, appeler sans réponse, la panique de ces personnes-là, des familles, et par la suite le constat, est-ce que mon enfant, mon frère, mon ami fait partie des victimes? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il fait partie des victimes avec blessures légères ou avec des grandes blessures? Tout ça, là, on part de tout ça et on fait le tour. Ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'a vraiment fait penser au roman de Philippe Besson, Ceci n'est pas un fait divers. Il y avait un procédé quand même assez similaire, plus intime, j'aimerais dire. Ben, celui-là, il y avait vraiment quelque chose de très global, de ratissé large. On n'a même pas de personnages principaux tant que ça. Ce qui m'a vraiment troublée, parce que moi, je suis une fille à personnage, j'ai besoin de m'attacher à quelque chose. Puis au début, on nous présente des personnages, mais en audio, il y a juste comme 2 narrateurs, il y a un homme et une femme. Puis parfois, j'étais vraiment mélangée parce que on a 2 sœurs, puis à un moment donné, on a un couple de femmes, puis ça m'a comme pris un temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que là, on a les 2 sœurs qui ont vraiment hâte de se rencontrer, de se revoir, puis après ça, la femme, elle y touche, puis j'étais comme « Ah! Qu'est-ce qui se passe? » Comme, mais à l'audio, c'était vraiment un petit peu troublant, jusqu'à temps que je me rende compte que comme les personnages en eux-mêmes, dans leur identité, c'était vraiment pas ça l'important, c'était vraiment plus est-ce que c'est une victime, est-ce que c'est un ambulancier, est-ce que c'est une personne dans un centre d'appel, est-ce que c'est un docteur, est-ce que c'est une infirmière, tu sais, comme c'est les rôles des différentes personnes et non qui ils sont en tant qu'humains. Donc, j'ai trouvé le sujet vraiment intéressant, vraiment dur, genre de truc qui me plaît habituellement. Trop de personnages pour moi, mais je comprends l'exercice, pourquoi il est fait ainsi. Ça fonctionne malgré tout, mais c'est juste
perturbant de ne pas devoir s'attacher à personne parce que personne n'est vraiment important dans son identité, tu sais, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ouais, ça a été une bonne lecture, marquante, je crois, puis c'est pas mal ça. Alors, voilà mes lectures du mois d'octobre. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.